Dans la nuit glacée, une tente est éventrée de l'intérieur et 9 silhouettes fuient pieds nus dans la neige. Restez jusqu'au bout, vous allez voir comment une randonnée soviétique banale devient l'une des énigmes les plus troublantes du XXe siècle. Le vent hurle sur le mont Kolatsiakhl, la montagne morte dans la langue mansi. À l'intérieur, personne ne prend le temps de mettre ses bottes. Quelques heures plus tard, au bas de la pente, un feu minuscule lutte sous un cèdre. 2 corps sont là, presque sans vêtements, comme s'ils avaient à préférer le froid à ce qu'ils avaient vu plus haut. Tout commence à Sverdlovsk, aujourd'hui Ekaterinbourg, en janvier 1959. 10 jeunes randonneurs expérimentés préparent une expédition de ski dans le nord de l'Oural. Le chef s'appelle Igor Dyatlov. Il a 23 ans, il est étudiant à l'Institut Polytechnique de l'Oural, méthodique, respecté, obsédé par la radio et la montagne. Avec lui, Zina Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonichenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol, Semyon Zolotaryov et Yuri Yudin. Ils visent l'Otorten, une montagne isolée, difficile, mais pas impossible. Le 27 janvier, le groupe quitte Visey, dernier village habité sur leur route. Ils rient, prennent des photos, écrivent dans leur carnet. Un seul survivra, Yuri Yudin. Le 28 janvier, malade, il fait demi-tour, sans savoir qu'il vient de dire adieu à ses amis pour toujours. Les autres avancent vers une zone presque vide de toute présence humaine. Dans leurs photos, on voit des visages fatigués, des skis dans la poudreuse et cette confiance tranquille des gens qui savent ce qu'ils font. Le 31 janvier, ils atteignent la limite des arbres. Devant eux, il n'y a plus qu'une pente nue, balayée par le vent. Le 1er février, une erreur de navigation les pousse sur le flanc du Kolatsiakhl. Au lieu de redescendre vers la forêt, ils dressent la tente sur la pente exposée. C'est leur dernier camp. Le soir, ils mangent, plaisantent peut-être, remplissent les pages d'un journal collectif satirique retrouvé plus tard dans la tente. Puis le silence. À Sverdlovsk, les familles attendent un télégramme qui ne vient pas. Le 20 février, les recherches commencent vraiment. Étudiants, soldats, pilotes et habitants mansis fouillent l'immensité blanche. Le 26 février, les secouristes trouvent la tente. Elle est à moitié ensevelie, encore fixée sur la pente, mais lacérée de l'intérieur. À l'intérieur, il reste des bottes, des manteaux, de la nourriture, des objets personnels. Dehors, des traces de pas descendent lentement vers la forêt, comme si le groupe n'avait pas couru, mais marché dans la tempête. Sous un grand cèdre, les sauveteurs découvrent Yuri Doroshenko et Yuri Krivonichenko. Ils sont pieds nus ou presque, près des restes d'un feu, avec des branches brisées jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Entre le cèdre et la tente, 3 autres corps sont retrouvés séparément, Dyatlov, Kolmogorova et Slobodin. Leur position suggère qu'ils ont tenté de remonter vers le camp. L'autopsie parle d'hypothermie pour les premiers corps. Rustem Slobodin a aussi une fracture du crâne, mais les médecins ne la jugent pas forcément mortelle. Puis la neige fond. Le 4 mai 1959, dans un ravin plus loin dans la forêt, les 4 derniers sont retrouvés sous plusieurs mètres de neige. Les blessures sont terribles. Côte fracturée pour Lyudmila Dubinina et Semyon Zolotaryov, fracture du crâne pour Nikolai Thibault-Brignol. Le médecin compare la force nécessaire à celle d'un accident de voiture. Autre détail qui va nourrir des décennies de rumeurs. Certains vêtements présentent des traces de radioactivité. Mais ces niveaux restent limités, et au moins 2 membres avaient déjà travaillé dans des environnements liés au nucléaire. L'enquête soviétique se referme en mai 1959 sur une formule étrange. Une force irrésistible a causé leur mort. Pas de meurtrier identifié, pas de procès, pas d'explication claire. Alors les hypothèses explosent. Attaque Mansi, prisonniers évadés, tests militaires secrets, boules de feu, panique collective. Certaines sont spectaculaires, mais aucune ne colle parfaitement à tous les faits. En 2019, la Russie rouvre officiellement le dossier. En 2020, les procureurs concluent à une avalanche de plaques, suivie d'une fuite désorientée dans le froid. Des chercheurs suisses, Johan Gaume et Alexander Puzrin, publient ensuite une modélisation expliquant comment une petite avalanche retardée aurait pu frapper la tente et provoquer des blessures graves.
Leur travail rend la théorie plus crédible, mais il ne fait pas disparaître tous les doutes. Pourquoi sortir presque sans vêtements? Pourquoi descendre si loin? Pourquoi certains meurent au cèdre, d'autres dans un ravin, et d'autres encore en tentant de revenir? Aujourd'hui, le col porte le nom de Dyatlov. Et sur cette pente blanche, l'histoire ne dit peut-être pas qu'un monstre est venu. Elle dit quelque chose de plus effrayant encore. Parfois, la nature, la nuit et une seule mauvaise décision suffisent à effacer 9 vies.